Qui dit francophonie dit aussi multiculturalisme, diversité, patrimoine. Mais la francophonie, c'est aussi une phare qui nous conduit dans le monde de la science. Une clé qui ouvre devant nous les portes de la connaissance scientifique et du savoir. Ces derniers pouvant être liés, entre autres, à l'art et à la culture. Nous allons mettre à l'épreuve cette affirmation avec notre invitée de ce soir, Madame Emma Tchoukassesian, docteur en histoire médiévale et en histoire de l'art de l'université Paul Valéry Montpellier, maître de conférences à l'université américaine d'Arménie et experte conseillère en miniature arménienne auprès des galeries et de collectionneurs privés. Bonsoir. Emma Tchoukassesian. Bonsoir Arpidjan, merci beaucoup pour cette invitation et je tiens à vous féliciter à l'occasion de cette belle émission qui permet d'écouter la langue française sur la chaîne arménienne de télé. C'est une très belle initiative. Bravo. C'est très gentil, merci beaucoup. La place de la langue française est considérable dans votre parcours. Donc au départ, le français, c'était un choix inévitable pour effectuer les recherches scientifiques ou ce choix était dicté par d'autres raisonnements? Dans ma vie, la connaissance de la langue française a commencé à un âge scolaire, à 11-12 ans, avec un professeur particulier, mais ça n'a pas duré longtemps. Après une bonne dizaine d'années, après ces études, j'ai rafraîchi mes connaissances de la langue française à l'âge d'une étudiante qui se préparait pour un semestre de programme d'échange à l'université d'Aix-Marseille à Aix-en-Provence. Parce qu'à l'époque, grâce aux efforts du professeur Patrick Tonapetian de l'université d'Aix-Marseille, il y avait une possibilité pour les étudiants en histoire de l'art de l'université d'État d'Erevan de faire un semestre d'échange avec l'université d'Aix-Marseille. Et justement, j'en étais un. Donc, c'est comme ça que j'ai rafraîchi les connaissances de la langue et je suis partie en France pour faire mes études pour la première fois. Et pendant cette période, ces quelques mois que j'ai passés en France, mes connaissances sont devenues encore mieux et mieux. La connaissance de la langue s'est améliorée. Et ça m'a permis de continuer mes études en France parce que c'est à Aix-en-Provence justement que j'ai rencontré ma future directrice de la thèse, professeure Isabelle Auger, qui était venue pour participer à une conférence à Aix-en-Provence. Et justement, après notre dialogue, elle a proposé que je vienne l'année suivante à Montpellier pour faire un doctorat avec elle. Et vous avez tout de suite saisi de cette opportunité? Bien sûr, bien sûr. Évidemment, il fallait. Pour revenir à l'affirmation que j'ai faite à l'instant, la langue française, alors, est à l'origine d'une très riche tradition scientifique, notamment dans le domaine des recherches portant sur l'art médiéval. Ça, c'est connu. Est-ce une affirmation juste pour vous? Tout à fait juste, parce que les connaissances de la langue française ouvrent la porte vers une culture, vers une connaissance, surtout dans le domaine de l'histoire de l'art, d'arménologie, de codicologie, qui peut pas être remplacée par aucune autre culture, par aucune autre langue. Justement parce que si tu fermes cette porte, si tu connais pas la langue, alors tu connais pas tous ces ouvrages, tous ces livres importants qui doivent faire une partie absolue de ta recherche si tu spécialises dans le domaine dans lequel moi je suis. D'où vient ma deuxième question? Alors, quels sont les ouvrages, les chercheurs qui ont forgé cette tradition? Est-ce que vous pouvez donner quelques noms? Pour moi, comme un spécialiste de la royaume arménienne de Cilicie, qui est quelqu'un qui se spécialise dans ce domaine-là, surtout les noms comme Victor Langlois, comme Ruth Gollenberg, qui sont les fondateurs des recherches dans ce domaine-là. Ce sont des noms lesquels peuvent pas être absents dans les recherches lesquelles moi je fais. Voilà. Et à votre avis, est-ce que cette tradition se maintient aujourd'hui?
encore? Tout à fait, bien sûr. Parce qu'il y a toujours un groupe de chercheurs, un groupe de professeurs qui font tout pour continuer cette tradition, comme Gérard Détéan, comme Claude Moutafian, comme ma propre directrice Isabelle Auger, qui continuent les relations avec l'Arménie, qui font tout pour améliorer la situation des coopérations entre les universités, interuniversitaires, entre l'Université d'État d'Erevan, l'Université de Bruxelles et les universités françaises. Oui, ce sont des noms qui sont très connus dans l'actualité française, mais aussi dans l'actualité arménienne. C'est-à-dire, ce sont des noms qui sont porteurs de la coopération justement universitaire dont vous avez parlé. Exactement. Le monde des manuscrits et des miniatures est un espace sublime, à mon avis, où les connaissances de l'histoire et de l'art se chevauchent. Est-ce que c'est, pour vous aussi, c'est un espace sublime et est-ce que ce monde vous a toujours fasciné? D'où vient cet intérêt pour ce monde? En fait, l'intérêt vient depuis mon enfance parce que je proviens d'une famille des historiens d'art, des spécialistes qui sont toujours été liés avec l'art. L'histoire a commencé avec mon grand-père qui était lui-même un philologue et orientaliste et qui occupait la poste de vice-directeur du Matenat d'Aran pendant 30 ans. Et qui a consacré une majeure partie de sa vie à repatriation des manuscrits arméniens de tous les coins du monde pour les retourner en Arménie et pour qu'ils forment une partie de la collection actuelle des manuscrits qui sont à Matenat d'Aran. Il était aussi un des premiers chercheurs, une des premières personnes qui a compris l'importance de publier les ouvrages de qualité représentant l'art arménien et des ouvrages dans les langues étrangères qui permettront les savants étrangers de connaître l'art arménien. Et c'était sa mission de la vie, dirons. Cette passion a passé également à mon père, qui est aussi un historien de l'art et qui, il y a 30 ans, a fondé la chaire de l'histoire de l'art et de la théorie d'art arménien à l'Université d'État d'Erevan et qui était le directeur de cette chaire pendant 30 ans. Lui, à son tour, a fondé une énorme quantité, a formé une énorme quantité des étudiants, centaines de milliers des étudiants qui ont fait leurs études pendant 30 ans dans cet département et qui ont appris à présenter leur culture, leur héritage arménien et qui ont appris à valoriser et à montrer cette valeur aux autres. Donc, de côté de ma mère également, ma mère qui avait une double profession, elle était une musicologue et une spécialiste de psychologie d'art. Elle-même a grandi dans une famille d'artistes. Son oncle paternel était Henrik Sirabian, un artiste qui était l'élève de Marty Rossarian. Donc, depuis son enfance, elle était entourée par le beau monde arménien du deuxième moitié du XXe siècle. Les écrivains, les musiciens, les artistes qui étaient les invités constantes chez eux. Donc, tout ça a formé la culture dans laquelle j'ai grandi moi-même. Et donc, j'ai hérité cette grande culture de ma famille. Quel riche héritage, je vous félicite. Merci. Vous menez une activité scientifique assez fructueuse. Donc, ce n'est pas seulement votre doctorat qui est déjà fait, c'est le résultat d'un travail assidu, de longue haleine, mais vous continuez à publier des articles en français et des ouvrages bilingues. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Parler un petit peu de votre doctorat tout d'abord et puis on va passer à autre champ de vos intérêts scientifiques, particulièrement les articles. Mon doctorat porte surtout sur les manuscrits royaux et princières du XIIIe siècle, une période qui était l'âge d'or de l'art arménien et une période dans laquelle l'art arménien était en train de transitionner d'un côté vers l'Est, d'un côté vers la Byzance, de l'autre côté vers l'Occident. Et ces transitions étaient aussi une manière de montrer le pouvoir politique, les relations politiques, les alliances que
les familles royaux et princiers étaient en train de mener dans leur propre vie. Donc, très intéressant. Donc tout ça se reflète dans les manuscrits et miniatures qui sont commandés par eux. Et justement, les publications en français, surtout, c'était quelque chose de très naturel parce que comme la recherche, comme la thèse était en français, les parties de la thèse qui étaient que j'ai commencé d'abord à publier, c'était les premiers articles en français que j'ai faits. Ensuite, comme j'ai continué à participer aux colloques, conférences en France, surtout une majeure partie de mes articles sont des actes des colloques auxquels j'ai participé, des colloques d'art minologique. Ensuite, en travaillant en tant qu'experte avec les collectionneurs particuliers, surtout les collections qui sont basées en France ou en Suisse, donnent le matériel pour les articles qui doivent être publiés également en français parce que ces œuvres-là sont très souvent ensuite présentées aux ventes aux enchères en France, auxquelles moi aussi je participe en tant qu'experte. Donc, c'est comme ça que ça vient tout naturellement. Et ce qui concerne des ouvrages bilingues, les 2 monographies que j'ai préparées, ce sont toujours dédiés aux manuscrits royaux et princières. Le premier monographie que j'ai publié en 2023, qui parle de l'évangile du prince Vasak, qui était le demi-frère du roi arménien Hétoum Ier, et qui était moitié arménienne, moitié franc, parce que sa mère était d'origine franc, sa mère Béatrice était sans doute d'origine franc, et cette origine franc a aussi formé les goûts artistiques de Prince Vasak. Donc c'est pour ça que cet évangile est fortement influencé par l'art occidental. Donc il y a vraiment des traditions occidentalisantes qui s'ouvrent dans les décorations de cet manuscrit. Et j'ai essayé de montrer ces influences, de montrer les parallèles avec l'art occidental et entre l'art occidental et ce manuscrit-là, ce manuscrit arménien. Ce qui concerne la deuxième monographie, l'évangile de... Qui a été publié récemment, je pense. Oui, en 2024, en avril de 2024, l'évangile de la reine Kéran. Cette monographie parle surtout d'une période qui vient juste après l'art de Toroslan, parce que c'est une ère de transition vers des autres influences, vers des autres vers notre style artistique qui s'ouvre dans cette période-là. Et l'évangile de Reine Kéran est aussi une œuvre d'art qui montre la démonstration du pouvoir à travers d'un portrait royal qui décore les pages de ce manuscrit-là. Et une majeure partie de cette étude est consacrée à la biographie de la reine même, de la reine Kéran, qui était originaire d'une famille byzantinisante, parce que son père, justement, Prince Hétoum, avait un titre qui était donné par l'empereur byzantin, un Sébastos, Hétoum Sébastos. Donc, c'est ainsi que le goût de sa fille, de la reine Kéran, s'est formé. Et dans ce cas-là, au contraire de l'évangile de Prince Vasak, on voit un manuscrit qui est tout à fait byzantinisant dans son style. Ces manuscrits que vous avez mentionnés, ils se trouvent où actuellement? Les 2 manuscrits auxquels j'ai consacré mes monographies se trouvent dans la collection du patriarcat arménien à Jérusalem. Et ils n'ont pas été publiés avant mes études, ils n'ont pas été publiés en couleur. Donc, un de mes objectifs, c'était de faire une publication de qualité qui va rendre ces œuvres d'art arménien, qui sont parmi les œuvres les plus importantes de notre culture, de notre héritage, de les rendre accessibles à tout le monde, parce qu'à partir des images, c'est uniquement à partir de l'image en couleur que tu peux admettre la qualité de ces œuvres, que tu peux admettre et admirer.
Oui, exactement, parce que les couleurs parlent des nuances, des détails qui sont très importants. C'est comme présenter un Michelangelo ou un Leonardo da Vinci à quelqu'un en noir et blanc et convaincre à cette personne que c'est les meilleures œuvres d'art qui existent dans le monde. Absolument. Ouais. Oui, et qui est votre lecteur? Qui serait votre lecteur? Ces deux monographies, même si je crois moi-même personnellement que ce sont de très beaux cadeaux pour les personnes, non seulement en Arménie, les Arméniennes, mais aussi les étrangers, pour qu'ils puissent faire connaissance avec les manuscrits qui ont été présentés dans les monographies. Merci pour ce compliment. En fait, mon lecteur principal, c'est surtout mes collègues plutôt, mais aussi mes étudiants, je dirais, parce que je dois admettre qu'à partir du moment où j'ai commencé à enseigner, j'ai même changé la manière, le style d'écrire, parce que j'ai compris que dès que tu écris un article, quand tu écris un article, il faut absolument que ça soit accessible et compréhensible à tout le monde. Si c'est pas compréhensible, alors ça n'a pas de valeur, je dirais. Parce que déjà, quand je commence à leur expliquer les importances d'une œuvre ou l'autre, j'aimerais bien qu'ils utilisent mon livre comme un manuel aussi pour comprendre ces importances, ces valeurs auxquelles je parle pendant les cours. Donc, c'est aussi grâce à cette expérience comme une enseignante que j'ai compris qui doit être mon lecteur principal et à qui je dois m'adresser en préparant ces monographies et mes futurs articles. Donc, ça pourrait aussi également intéresser les étudiants, les jeunes. Bien sûr. Je dirais une autre chose. Même sans lire le texte de monographie, juste en regardant les images, juste en regardant comment ils sont représentés, les comparaisons que je donne avec les autres œuvres de l'art occidental, de l'art oriental, de l'art byzantin, déjà visuellement, quelqu'un peut voir les parallèles. Que quelqu'un peut comprendre de quoi ça parle sans lire le texte, même si le texte est aussi indispensable dans ce cas-là. Très bien, c'est vrai. Ouais. Je l'ai feuilleté et je peux l'affirmer, je peux confirmer que c'est comme ça. Mais alors, une question qui s'adresse peut-être à tous les enseignants. Vous avez dit que parallèlement à votre activité fructueuse d'une scientifique, vous menez une activité d'une enseignante. Donc, vous êtes en contact étroit avec les étudiants. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette époque de l'intelligence artificielle qui intervient dans presque tous les domaines de l'activité humaine? Est-ce que ces études peuvent encore, des études de manuscrits, je veux dire, peuvent encore intéresser les jeunes? Est-ce qu'il y a les gens qui s'intéressent à ça? Est-ce que vous êtes au courant? Une très belle question, Narpine. En fait, mes étudiants à l'université américaine sont surtout des étudiants qui viennent qui se spécialisent dans des domaines différents. Ce ne sont pas des historiens d'art, ce ne sont pas des spécialistes d'art. Ce sont plutôt des spécialistes d'informatique, business, économie ou les futurs traducteurs, des spécialistes de la langue anglaise. Et pour eux, si vous voulez, c'est plutôt un domaine qui change leur tête parmi les autres métiers qui doivent prendre tous les jours. Et pour eux, c'est une manière de passer un bon moment en écoutant et en voyant des belles images. Ça rafraîchit. Oui, ça rafraîchit vraiment. Mais ce qui est très frappant, c'est de voir comment, par exemple, les spécialistes, par exemple, les étudiants qui sont très doués dans les mathématiques arrivent à trouver des parallèles, par exemple, entre les algorithmes mathématiques et les tables de concordance des manuscrits arméniens, ce qui est quelque chose à quoi j'ai jamais pensé dans ma vie. Mais aussi de voir des analyses très originales et très différentes de ceux qui sont faites par les spécialistes.
Parce que des fois, leur regard, leur manière d'interpréter telle ou telle scène, telle ou telle image, le style d'artiste, ouvre les portes vers une nouvelle vision, vers une nouvelle manière de comprendre telle ou telle image que nous, les spécialistes, n'ont jamais pensé de le faire. Parce que des fois, la formation qu'on a nous permet pas de voir quelque chose assez évident dans certains cas. Absolument. C'est-à-dire, vous faites en quelque sorte des ateliers avec les étudiants. Ce n'est pas uniquement une étude ou un enseignement théorique, mais c'est aussi une espèce d'atelier que vous avez mis en place avec les étudiants. Exactement. Et je dois admettre que dans certains cas, j'ai certains étudiants qui continuent leurs études dans le domaine de l'histoire de l'art après avoir été passionnés. Ça, c'est une conquête. Bah oui, après voir tout ça, toute cette qualité de l'art qu'on a, les détails auxquels ils n'ont jamais fait attention, ça leur ouvre la porte vers une nouvelle monde qui leur passion et au final quand je mène une discussion avec eux, je dis toujours que l'art c'est un remède, c'est une thérapie et comme mon père dit toujours quelqu'un qui choisit l'art comme son métier, quelqu'un qui veut devenir un historien d'art, cette personne-là sera jamais malheureux. Parce qu'il aura toujours une thérapie permanente dans sa vie. Personnelle, oui, exactement. Et je dirais même autre chose. Si t'es pas épanoui dans ta vie professionnelle, si tu fais quelque chose qui te plaît pas, tu peux pas être épanoui dans ta vie privée. Et si t'es pas heureuse avec toi-même, tu peux pas rendre heureuse une autre personne. Parce que partout où tu vas, tu portes ta propre personnalité, ton humeur avec toi. Et peu importe qui est en face de toi, tu as toujours ton humeur qui change pas. Parce que il y a un truc qui te dérange à l'intérieur si ta vie professionnelle ne va pas. Donc, c'est pour ça que je dis toujours que moi, je me considère quelqu'un très heureuse d'avoir choisi cette profession parce que ça m'a guéri dans tous les moments difficiles dans ma vie. Et ça peut guérir tous les étudiants qui choisissent ce domaine comme leur métier. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Mais on a parlé de l'effet thérapeutique de l'art. Il y a deux quand même composants, l'histoire et l'art. Ou est-ce qu'ils vont tous les deux parallèlement? Dans toutes mes recherches, c'est 50-50. Parce que quand tu travailles sur les manuscrits, c'est quelque chose qui peut pas lier seulement à l'art. Il y a toujours l'histoire qui doit être présente. Parce que les manuscrits, à part d'être justement un bel objet d'art, c'est aussi une colophon, c'est aussi un texte historique qui est ajouté à la fin du manuscrit, qui donne des fois des informations très importantes. Et même si le colophon n'est pas présent, dans le cas des manuscrits de Cilicie, surtout quand ce sont des commandes royaux et princières, on a très souvent des portraits historiques qui sont déjà des colophons visuels. Parce que même si on ne voit pas un texte avec, déjà avoir l'image historique d'une personnalité historique et de voir comment il ou elle est présenté dans cette image-là, ça donne déjà assez de connaissances pour réfléchir, assez de matériel pour réfléchir à ce sujet-là, pour le comparer avec les images qu'on a, qui ont survécu dans l'histoire byzantine ou dans les images occidentales, qui représentent des rois et des règnes historiques, des vrais personnages historiques, et de comprendre quels étaient les objectifs de ces gens d'être présentés comme ça. Quel message est-ce que l'artiste essaye de transmettre à partir de cette image? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Ça aussi, ça fait une partie d'histoire. Ça fait aussi une partie des études sur l'histoire. Donc, surtout, les sources historiques sont
indispensable pour faire une recherche sur les manuscrits et les miniatures. Et c'est pour ça que dans tous les deux monographies que j'ai préparées, j'ai fait une très grande attention à la biographie et à toutes les sources qui existent au sujet de la vie de Prince Vassak ou de la reine Kéran, tous les colophons historiques, tous les textes historiques qui ont survécu dans les manuscrits de la même époque. Vous êtes resté fidèle aux sources. Je reste toujours fidèle aux sources parce que autrement ça pourrait pas marcher. Emma, et pour conclure, quelles sont vos activités actuelles? Vous êtes actuellement prise par les projets francophones ou pas forcément? En ce moment, c'est surtout des collections particulières avec lesquelles je m'en occupe et surtout une collection dont je suis la curatrice et la responsable. C'est la collection de Gary Tatincian à Dubaï et c'est une collection qui va être présentée dans un musée qui va ouvrir ses portes cet été. C'est une belle collection des manuscrits arméniens et des objets d'art byzantins et cette collection, dans cette collection, on a des manuscrits datant du XIe siècle du royaume d'Ani, des manuscrits ciliciens du XIIIe, XIVe siècle, des manuscrits vraiment très intéressants qui n'ont jamais été publiés, qui n'ont jamais fait des études de recherche. Donc ça va être l'occasion aussi de présenter ces œuvres d'art à la grand public. Mais ainsi, on a également des manuscrits du Vaspurakan, de Nouvelle-Jufa, de Constantinople. Donc, c'est une très belle collection particulière qui mérite vraiment d'être présentée à la grand public et qui va être bientôt possible cet été. Super. Ouais. Donc, je vous souhaite beaucoup de succès dans vos recherches scientifiques et autres. Et je vous remercie infiniment. C'est moi qui vous remercie.